Si vous êtes investisseur français ou francophone, vous connaissez sans doute la figure du viager. Il s'agit d'une transaction immobilière dans laquelle le vendeur, ou autrement dit crédit rentier, vend son bien à un acheteur, le débit rentier, en l'échange d'un capital initial payé comptant, ce qu'on appelle le bouquet, et d'une rente viagère périodique versée jusqu'au décès du vendeur. Mes clients français qui étaient acquéreurs souhaitaient mettre en place cette opération avec un vendeur français. Donc, entre Français, ils connaissaient cette figure du viager, mais portant sur un bien situé en Espagne, dans la ville de Rosas, sur la Costa Brava. Le hic, c'est que le viager en Espagne n'existe pas. Mais je vous explique dans cet épisode comment nous avons réussi à mettre tout cela en place pour eux. Hola a todos y todas. Je m'appelle Audrey Clémenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone en Espagne. J'accompagne depuis 2008 mes clients français ou francophones, particuliers ou professionnels, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Ne perds pas le Sud, boussole de l'immobilier en Espagne, et si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner ou à le recommander, car je vous livrerai des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Bonne écoute! Le droit espagnol nie les droits locaux, parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, nous avons plusieurs communautés autonomes et dans certaines d'entre elles, il y a des droits locaux qui s'appliquent. Dans aucun de ces droits locaux, il est prévu la figure donc du viager. Mais en revanche, sur le côté fiscal, nous avons trouvé des équivalents espagnols qui ont permis quand même de mettre en place la vente en viager pour mes clients, en toute sécurité et garantie, parce que c'est ça qui était important. Eux, ils sont arrivés dans mon bureau avec en tête le viager en France, puisque les acquéreurs sont français, les acquéreurs sont mes clients, le vendeur est français aussi, donc tout le monde connaît ce que c'est que le viager. Enfin, eux, du moins, l'avaient déjà pratiqué en France, donc ils sont arrivés assez sûrs d'eux en me disant, voilà, on veut mettre en place le viager. Ok, donc ça n'existe pas, juridiquement ça n'existe pas, fiscalement, on a trouvé des équivalences, mais quand ils arrivent dans mon bureau, la première réponse que je leur donne, c'est « Attendez, on va y aller mollo. Moi, il faut que j'étudie ça parce qu'en 20 ans de carrière, je n'ai jamais fait de viager. Je l'avais fait qu'une seule fois auparavant. Je savais que juridiquement, ça n'existait pas. Et fiscalement, il fallait donc que je recheck parce que je l'avais fait il y a de nombreuses années, que tout était bien encore actualisé par rapport à ce que j'avais fait. » Alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils insistaient tant sur mettre en place un viager? Et pourquoi le viager est intéressant pour les deux parties finalement? Certes, mes clients étaient les acquéreurs, mais ils insistaient tous les deux parties, acquéreurs et vendeurs, insistaient pour mettre en place le viager. Pourquoi? Parce que chacun y trouvait son compte. Je vais vous expliquer pourquoi. Le vendeur, donc qui n'était pas mon client, qu'on peut aussi appeler crédit rentier en France, juridiquement, il y a un nom spécifique pour le vendeur. Eh bien, lui, qu'est-ce qui se passe? Il conserve son logement qui est, en règle générale, son lieu d'habitation. Donc, lui, tout simplement, il reste dans sa maison. Il n'a pas besoin de faire de déménagement, il n'a pas besoin de bouger. Il reste dans son lieu d'habitation. Ça, c'est très important. Mais en règle générale, si lui aussi a un intérêt pour mettre en place le viager, c'est qu'il a besoin de trésorerie. Il a besoin d'augmenter ses revenus. Donc, là, c'est l'idéal parce qu'en restant chez lui, il perçoit une rente viagère, donc il augmente ses revenus. Le viager, d'ailleurs, peut être occupé ou pas en Espagne, tout comme en France, dans le sens où soit le vendeur reste chez lui, donc c'est ce qu'on appelle le viager occupé, et puis il continue à vivre dans sa maison, ou soit, arrivant à un âge assez avancé, il ne peut plus rester chez lui, il a besoin de partir dans un centre médicalisé, ou chez des proches, auquel cas on est sur un viager non occupé, mais dans un cas comme ça, la maison n'est pas occupée par le crédit rentier, mais il continue à percevoir sa rente. Ça, c'est important. Pour les acquéreurs, donc mes clients, pourquoi est-ce que c'est aussi avantageux pour eux? Tout simplement parce qu'ils vont acheter, à aujourd'hui, un bien, mais ils vont l'acheter moins cher que le prix du marché. Car ils n'ont pas accès juridiquement et physiquement au bien
jusqu'au décès du vendeur. C'est-à-dire qu'ils vont acheter un bien dont ils ne vont pas pouvoir profiter ni bénéficier, puisque ce bien, c'est le lieu d'habitation du vendeur jusqu'à la date de son décès. Par contre, même si c'est une figure avantageuse pour les deux parties, il y a quand même une incertitude qui est jusqu'à quand est-ce que les acquéreurs vont devoir payer la rente viagère ? Eh bien, ils vont devoir la payer, puisque c'est ce que son nom l'indique, la rente, elle est viagère, jusqu'au décès du vendeur. Et cette date reste inconnue. Ça, c'est aussi le cas en France, de toute façon, donc il n'y a pas de surprise sur l'Espagne, mais c'était pour vous expliquer les tenants et aboutissants du système du viager. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé en Espagne comme outil à leur proposer pour pouvoir avoir une similarité entre ce qu'ils connaissent et ce qu'ils pratiquent en France, et qu'on puisse reproduire en Espagne, mais bon, qu'il soit quand même conforme à ce que prévoit la loi et la fiscalité espagnole. Eh bien, le premier outil, c'est le démembrement de la pleine propriété. Alors, la pleine propriété, qu'est-ce que c'est ? En règle générale, on ne rentre pas dans ce détail, et quand on dit « je suis propriétaire d'un bien », on sous-entend « je suis propriétaire de la pleine propriété », c'est-à-dire à la fois de l'usufruit et de la nue propriété. Mais si on démembre l'usufruit et la nue propriété, on peut donc mettre en place le viager en Espagne. Avant, je voulais juste faire une petite précision sur la différence entre nue propriété et usufruit. Je sais que je l'ai déjà fait dans d'autres épisodes antérieurs, mais c'est peut-être pas suffisamment clair pour certains d'entre vous. Donc c'est pour ça que je vais rapidement l'expliquer. Être nu propriétaire ou être propriétaire de la nue propriété, ça veut dire être propriétaire des murs. Vous êtes donc simplement propriétaire des murs et vous n'avez pas la clé, vous n'avez pas accès à l'intérieur de l'appartement. En revanche, être usufruitier, c'est-à-dire pouvoir utiliser l'appartement, cette personne n'est pas propriétaire des murs, mais elle a la clé et elle peut rentrer dans l'appartement. D'accord ? Ça, c'est important. Quand on est propriétaire et qu'on loue son appartement à un locataire, on reste propriétaire de la pleine propriété, usufruit et nue propriété. La différence, c'est que l'usufruit, donc l'utilisation du bien, eh bien, on la délègue dans le cadre d'un contrat de location. Pour faire simple, parce que c'est plus complexe que ça, mais pour faire simple. Donc là, le vendeur était propriétaire de la pleine propriété, de la nue propriété et de l'usufruit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il a simplement vendu aux acquéreurs la nue propriété de son bien. Et le vendeur est donc resté usufruitier de son bien pour pouvoir continuer à profiter de son lieu d'habitation. Ensuite, le deuxième mécanisme qu'on a mis en place, c'est le paiement du prix de la vente en 2 temps. Premier temps, un montant initial fixe, qu'on appelle en France le bouquet. Il n'y a pas de nom particulier en Espagne, mais j'utilise le mot français pour que vous puissiez mieux me comprendre. C'est un montant donc initial fixe qui est payé le jour où on va chez le notaire et le jour où on vend la vente de la nue propriété du bien. Je te vends ma nue propriété et toi, tu vas me verser donc une partie du montant de cette nue propriété en montant initial fixe qu'on appelle le bouquet. En règle générale, c'est payé comme ça, comptant. Ça peut être financé ou pas auprès de l'acquéreur, peu importe, bien que le financement dans ce type d'opération est très complexe, mais je l'ai déjà vu. Mais c'est donc un premier paiement qui est fait le jour de la signature. Et puis ensuite, on a un paiement différé qui va être mensuel et qu'on va appeler la rente viagère, qui va également être considéré comme formant partie du prix de la nue propriété. Parce que, rappelez-vous, le viager n'existe pas en Espagne et on passe par la vente de la nue propriété. Donc, la vente de la nue propriété, il y a le prix en 2 temps, le premier prix qui est payé au moment, et puis ensuite le paiement différé qui est la rente viagère, jusqu'au décès du vendeur. Fiscalement, d'ailleurs, il y a un calcul à faire, assez savant, mais qui est totalement possible, que j'ai fait pour les clients. Fiscalement, il y a un calcul, donc la fiscalité espagnole prévoit un calcul pour quantifier donc le montant à prendre en compte de la rente viagère
Et donc, pour payer les impôts de cet achat de la nue propriété, avec le bouquet d'une part et d'autre part la rente viagère. Pourquoi ? Parce que comme la rente viagère, on ne sait pas jusqu'à quand on va devoir la payer, il faut quand même en faire un calcul pour pouvoir liquider les impôts au moment de la signature chez le notaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer le jour du décès du vendeur ? Parce que tant qu'il est encore en vie, et on lui souhaite une longue et paisible vie, bien évidemment, mais tant qu'il est en vie, il va percevoir sa rente viagère. Et le jour où il décède, eh bien, l'usufruit va remonter sur les nus propriétaires, tout simplement, en apportant simplement un acte de décès de l'usufruitier et sans investissement supplémentaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour les acquéreurs, qu'en achetant juste la nue propriété, ils vont, dans quelques années, devenir propriétaires de la pleine propriété. Au jour du décès de l'usufruitier, l'usufruit va remonter sur les nus propriétaires, et ils vont donc devenir propriétaires de la pleine propriété. Au moment du décès du vendeur, lorsque l'usufruit remonte sur les nus propriétaires, eh bien, il n'y a pas de déboursement économique, il n'y a pas d'investissement économique à faire pour pouvoir racheter cet usufruit, puisque la rente viagère avait été payée jusqu'à présent. En revanche, à ce moment-là, il y a un petit complément d'impôt qui est à payer par rapport à l'usufruit, qui est pareil, calculé en fonction de l'âge de l'usufruitier, etc., de l'âge à laquelle il avait au moment du décès. Mais en tout état de cause, il y a un impôt résiduel à payer à ce moment-là. Mais il n'y a pas d'argent supplémentaire à débourser. On est donc dans un système où il n'y a pas de double imposition, d'accord ? Lorsqu'on achète la nue propriété, à ce moment-là, on paye les impôts sur la nue propriété. Et puis, quand on arrive au moment de ce qu'on appelle en espagnol la consolidation de la pleine propriété, quand l'usufruit remonte, on ne verse pas d'argent. En revanche, on paye à ce moment-là les impôts. Donc, les impôts sont à payer en 2 temps, en fonction donc des événements de l'opération et de la date du décès du vendeur. Pour compléter cette analyse, je vous renvoie à l'épisode 30 de mon podcast qui s'intitulait « Vendre ou acheter la nue propriété d'un bien immobilier en Espagne, tout le monde y gagne ». Et là, je vous avais expliqué le cas d'un achat aussi de nue propriété. La différence entre l'épisode 30 et cet épisode numéro 37 que vous êtes actuellement en train d'écouter, c'est la rente viagère. Parce que dans l'épisode 30, on était sur une vente de la nue propriété sèche. Il n'y avait pas de rente viagère. On a la nue propriété, je l'achète, il y a un montant. Là, sur le viager, enfin sur l'équivalent espagnol viager que nous avons mis en place pour les clients, eh bien, il y a une rente viagère. Donc, c'est important à prendre en compte parce qu'économiquement, bien évidemment, ce n'est pas le même montant. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.